Le Castlewood Country Club, situé à Pleasanton, en Californie, est un quartier résidentiel bourgeois où l'on trouve des maisons magnifiques, des jardins impeccablement entretenus et une ambiance tranquille, typique de la vie de banlieue. L'endroit semblait être un petit paradis pour élever une famille. Un lieu où la sécurité et la sérénité régnaient en maître. Les familles se connaissent bien, échangent des sourires et des salutations cordiales. Pourtant, derrière cette image de perfection, un événement tragique se préparait. Catherine Shearer, une jeune femme d'une trentaine d'années, vivait dans ce cadre idyllique avec son mari, ses 2 enfants et ses parents. Ses parents, Ernest et Charlène, étaient des voyageurs passionnés, toujours prêts à découvrir de nouveaux horizons. En mars 2008, Catherine et sa famille avaient prévu de partir en vacances à Hawaï. Un rêve qu'ils attendaient avec impatience. Mais quelque chose ne se passait pas bien. Les appels téléphoniques à sa mère devenaient de plus en plus fréquents. Et chaque fois, la boîte vocale répondait, jour après jour. La situation se répétait sans explication. Catherine s'inquiétait, elle avait besoin de réponses. Elle appela son frère, espérant qu'il avait eu des nouvelles de leurs parents. « Tu as eu des nouvelles de maman ou papa ? On devait partir en vacances à Hawaï samedi. » Son frère répondit qu'il n'avait pas eu de nouvelles non plus. Un sentiment d'angoisse s'empara alors de Catherine. Un pressentiment inquiétant qu'elle n'arrivait pas à expliquer. N'ayant pas d'autre choix, Catherine appela finalement le country club, espérant que les employés auraient des informations sur ses parents. Mais ce qu'elle apprit alors allait tout changer. Les employés de l'endroit lui confirmèrent qu'il y avait eu un problème dans la maison des Shearer. Ce n'était pas un simple incident. C'était bien plus grave. Le téléphone de sa mère ne cessait de renvoyer à la boîte vocale et aucune explication rationnelle ne semblait justifier cette absence soudaine. Elle décida de se rendre sur place. En arrivant à la maison des Shearer, elle trouva la porte ouverte. Mais l'intérieur était chaotique. Le sang était éclaboussé sur les murs. Le plafond, la porte, cela ne faisait aucun doute. Un crime horrible avait eu lieu. Ernest et Charlène Shearer étaient retrouvés chez eux, morts, dans leurs pyjamas. La scène était une véritable horreur. Comme un film d'horreur que Catherine n'aurait jamais imaginé vivre. Les enquêteurs arrivèrent rapidement, leur présence augmentant la gravité de la situation. Le sang était partout, l'odeur de la violence dans l'air. Les 2 victimes avaient été brutalement tuées. Ernest semblait avoir été la première victime. Des blessures infligées à sa tête, probablement à l'aide d'un objet contondant, avaient causé sa mort. Mais les blessures infligées à Charlène étaient bien plus dramatiques. Elle avait subi des coups violents à la tête, des blessures profondes aux poignets, aux artères carotides et à la veine jugulaire. La violence de cet acte était incompréhensible. Ernest avait apparemment lutté jusqu'à son dernier souffle, son alliance étant retrouvée au sol, à côté de son corps, un symbole poignant de sa dernière tentative de se défendre. Les enquêteurs étaient abasourdis. Ce n'était pas un simple vol qui avait mal tourné. Ce n'était pas un cambriolage comme tant d'autres. Quelque chose de plus sombre était à l'œuvre. Les preuves laissées sur place, le sang éclaboussé, la violence extrême de l'attaque. Tout cela ne correspondait pas à un crime ordinaire. Ce n'était pas le travail d'un simple voleur. Catherine, en proie à l'horreur, chercha à comprendre ce qui s'était passé. Elle appela son frère, mais l'appel fut rempli de confusion. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Son frère répondit dans un murmure rempli de terreur. « Je ne sais pas. » « Que devons-nous faire ?» Une vérité glaçante se faisait jour. Quelqu'un dans leur propre cercle avait commis ce crime. Ce n'était pas un étranger. Quelque chose de plus sordide se cachait derrière ce meurtre. Il y avait de l'argent, des secrets, des mensonges, des trahisons, et les Shearer, en apparence des personnes parfaites, étaient désormais les victimes d'une machination bien plus grande qu'ils n'auraient pu imaginer. Les enquêteurs fouillèrent chaque recoin de la maison, cherchant des indices, des traces qui pourraient les mener à l'assassin. Mais à mesure qu'ils s'enfonçaient dans l'enquête, une question centrale restait sans réponse. Qui aurait pu vouloir tuer Ernest et Charlène Shearer ? Et pourquoi ? Ce n'était que le début d'une quête qui allait dévoiler des secrets cachés depuis longtemps. Des trahisons familiales, et une vérité choquante sur la personne qui avait poussé ce couple à leur fin tragique. Les jours suivant le meurtre de ses parents, Catherine se trouva dévastée, mais déterminée à comprendre ce qui s'était réellement passé. Le choc de l'événement n'était pas seulement émotionnel, il était aussi intellectuel. Comment la vie pouvait-elle basculer aussi soudainement dans une telle violence ? La maison des Shearer, jusque-là symbole de sécurité et de tranquillité, était désormais le lieu d'un massacre incompréhensible. Le rôle de la police, bien que crucial, ne faisait qu'ajouter à la confusion. Tout ce qu'ils savaient, c'était qu'il s'agissait d'un crime brutal et violent. Mais pourquoi et par qui ? Catherine savait que, même si les enquêteurs faisaient leur travail, elle ne pouvait pas simplement attendre les résultats. Elle devait en savoir plus. En discutant avec son frère, elle apprit que la famille Shearer était connue pour son implication dans des affaires politiques et communautaires. Le père, Ernest, bien que respecté, n'était pas sans ennemis. Sa carrière dans l'immobilier, ainsi que son passage au sein du conseil scolaire de San Ramon, lui avait attiré plusieurs inimitiés. Mais de là à penser que cela pourrait entraîner un meurtre ? C'était une pensée à laquelle Catherine ne pouvait tout simplement pas adhérer. Elle était convaincue que ce meurtre était bien plus personnel. Peut-être que quelqu'un en voulait à leur conviction, à leur vie parfaite, pensa-t-elle à voix haute.
Mais la question qui lui brûlait les lèvres restait la même, qui? Et pourquoi maintenant? Elle appela son frère pour en discuter plus en profondeur. Ernie, il a-t-il fait quelque chose récemment? Est-ce qu'il a parlé à quelqu'un de l'héritage? La réponse ne tarda pas. Il a toujours été difficile. Tu sais, mais je ne pense pas que ça aille aussi loin. Il a juste une relation compliquée avec leurs valeurs. Mais rien d'assez grave pour qu'il les tue. Cette conversation, bien que troublante, fit naître chez Catherine un doute inquiétant. Ernie, le fils du couple, avait-il quelque chose à voir avec cette histoire? Ce n'était pas une simple coïncidence que le seul héritier, celui qui devait recevoir une grande part de l'héritage familial, semblait être au centre de tout cela. Alors que l'enquête continuait, des détails inquiétants commencèrent à émerger. Le 7 mars, le jour où les meurtres avaient eu lieu, les parents Shearer étaient partis dîner au Castlewood Country Club, comme à leur habitude, mais, cette fois-ci, ils ne rentrèrent jamais chez eux. Leurs corps furent découverts une semaine plus tard, et l'état des lieux laissait supposer que quelque chose avait été soigneusement orchestré pour tromper les enquêteurs. Les autorités avaient trouvé des traces de sang sur les murs, des objets déplacés de manière étrange. Ce n'était pas un vol, ce n'était pas un cambriolage. Cela ressemblait à un jeu de cache-cache morbide. Mais ce qui frappait vraiment les enquêteurs, c'était la violence de l'attaque. Non seulement Ernest avait subi des coups violents à la tête, mais Charlène avait été littéralement massacrée. Ses blessures étaient inimaginables, 20 coups violents à la tête. Des entailles profondes sur ses poignets et ses artères. Le tableau était horrifiant, le tout était un signe de rage et de destruction totale. Le jour où Catherine se rendit sur les lieux avec les enquêteurs, elle sentit une présence étrange. C'était comme si l'âme de ses parents flottait encore dans cette maison. Mais elle était engloutie par la violence qui avait eu lieu. Chaque pièce semblait déformée, comme si le crime avait laissé son empreinte sur les murs eux-mêmes. Ils se battaient pour leur vie, pensa-t-elle en regardant le sang encore frais sur le sol. Chaque détail, chaque indice, la menait vers une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Pourquoi les ont-ils tués? Pour l'argent? Pour la vengeance? Quelqu'un dans cette communauté savait exactement ce qu'il faisait. Ses pensées tournaient dans sa tête comme un manège infernal. Et c'était là que tout se compliquait. Qui avait quelque chose à gagner dans cette affaire? Et surtout, comment ce crime était-il lié à une communauté qui, de l'extérieur, semblait si parfaite? L'enquête se concentra de plus en plus sur Ernie, le fils, mais ce dernier restait implacable. Le lendemain des meurtres, il avait été interrogé par la police. Son alibi semblait solide, il disait être chez lui, à Bréa, à des centaines de kilomètres du crime. Mais tout n'était pas aussi simple. Les enquêteurs avaient du mal à percer l'armure d'Ernie. Il semblait sincère, mais quelque chose ne collait pas. Pourquoi, après la découverte du meurtre de ses parents, cherchait-il déjà à obtenir la copie de leur testament? Cela ne ressemblait à aucun deuil normal. Ernie, pour sa défense, avait expliqué qu'il n'y avait aucune raison de suspecter quoi que ce soit chez lui. Je n'ai rien à voir là-dedans, répétait-il sans cesse, mais en son fort intérieur. Catherine se demandait si ce n'était pas lui qui, dans un moment de désespoir, avait été capable de commettre l'impensable. Les enquêteurs, eux, commençaient à tordre le fer dans la plaie. Ils avaient repéré quelque chose d'important, les empreintes de chaussures laissées sur la scène du crime. Des empreintes de taille 12. Une taille qui ne correspondait pas à celle d'Ernie, mais à celle d'un autre suspect. L'enquête se poursuivit, mais il y avait une vérité qui commençait à se dessiner. Les policiers savaient que cette affaire n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air. Les meurtres étaient le résultat d'un enchevêtrement de désirs, de rancœur et de manipulation. Mais, alors que Catherine se plongeait dans cette enquête, elle sentait que les réponses qu'elle cherchait n'étaient pas seulement liées au crime eux-mêmes, mais aussi à des secrets profondément enfouis dans la famille Shearer. Dans les jours qui suivirent, Catherine se rendit compte que l'histoire des Shearer était bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Ses parents, ces gens si aimants et respectés, avaient été victimes d'un monde qu'ils n'avaient jamais vu venir. Une série de mensonges, de trahisons et de dissimulations s'était tissée autour d'eux. Et la vérité, elle se cachait dans les recoins sombres de la vie de leur fils. Catherine se tourna alors vers les enquêteurs. « Trouvez le mobile, c'est la clé », leur dit-elle. Elle savait que derrière chaque crime, il y avait une raison. Et cette raison, elle finirait par la découvrir, même si cela signifiait percer les secrets les plus terrifiants de sa propre famille. Pierre poursuivait son enquête sur la mystérieuse mort de Jean-Claude de Rochefort. Une semaine s'était écoulée depuis qu'il avait commencé à explorer l'affaire. Et bien que quelques indices soient apparus, les pièces du puzzle demeuraient éparpillées et difficilement assemblables. Le réseau de manigances et de secrets que Jean-Claude avait laissé derrière lui se déployait lentement. Mais la mort de l'homme restait un mystère non résolu. Ce matin-là, Pierre se rendait à nouveau au château de Rochefort pour rencontrer Mathilde. Elle était le pivot central de l'enquête. Mais à chaque rencontre, Pierre ressentait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ses paroles semblaient toujours empreintes de double sens. Et il ne pouvait s'empêcher de douter de sa sincérité. Pierre entra dans le salon du château, où Mathilde l'attendait. Elle portait une robe noire longue, son visage impassible, ses yeux fixaient la fenêtre, comme si elle méditait sur quelque chose de lointain. Pierre ne put ignorer la froideur de son regard. Mathilde ne semblait pas éprouver de tristesse pour la mort de son mari.
Elle paraissait comme une personne attendant quelque chose que Pierre ne comprenait pas encore. Mathilde, dit Pierre, brisant le silence, j'ai besoin que vous soyez plus clair concernant les rencontres que Jean-Claude a eues avant sa mort. Est-ce que quelqu'un est venu le voir ? Mathilde leva lentement les yeux de la fenêtre et fixa Pierre. Il ne parlait pas de ses rencontres avec moi. Je sais seulement que Jean-Claude était un homme discret. Mais, il y a quelque chose qui a changé récemment. Il est devenu taciturne. Il partageait moins avec moi. Pierre ne manqua aucun détail. Il soupçonnait que ces rencontres secrètes de Jean-Claude pouvaient être liées à sa mort. Mais il y avait un point qu'il ne comprenait pas. Jean-Claude n'était pas un homme vulnérable. Il avait la force et l'intelligence nécessaires pour se protéger. Pourquoi aurait-il laissé la situation lui échapper ainsi ? Ou bien quelqu'un aurait-il pu l'exploiter sans qu'il ne s'en rende compte ? Savez-vous qui était la personne la plus proche de Jean-Claude ? Demanda Pierre. Cherchant à identifier les relations secrètes. Mathilde réfléchit un moment, puis répondit, Jean-Claude avait un vieil ami nommé Lucien. C'est un homme assez étrange. Il vit en reclus, mais je ne pense pas qu'il soit impliqué dans la mort de Jean-Claude. Pierre pencha la tête, intrigué par ce nom, Lucien. Pourquoi Mathilde semblait-elle éviter de parler de lui ? Cela éveilla encore plus ses soupçons. Il ne pouvait pas ignorer une personne, même si elle semblait au premier abord sans lien avec l'affaire. Pouvez-vous me donner plus d'informations sur Lucien ? Demanda Pierre. Mathilde garda le silence un instant, puis répondit, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut approcher facilement. Je l'ai rencontré quelques fois, mais, je ne sais pas grand-chose sur lui. Il est très secret et ne fréquente pas beaucoup de monde. Pierre nota mentalement le nom de Lucien et décida qu'il devrait enquêter davantage sur lui. Peut-être était-ce lui que Jean-Claude avait rencontré avant sa mort. Ou peut-être n'était-il qu'un pion dans un jeu bien plus grand. Pierre poursuivit ses investigations et retourna à la recherche des détails manquants. Bien qu'aucune preuve directe ne soit encore disponible, les éléments étranges retrouvés sur la scène du crime l'empêchaient de laisser l'affaire de côté. Du sang avait été retrouvé partout dans la maison, des plafonds aux murs, en passant par les portes. Ce n'était pas un simple meurtre. Les traces laissaient entrevoir un acte violent, prémédité. Un tapis avait été déplacé, comme si quelqu'un avait délibérément créé des indices pour tromper la police. Lors de son inspection, Pierre trouva un petit morceau de tissu, probablement déchiré du vêtement de Jean-Claude avant sa mort. Ce morceau ne semblait appartenir à aucun membre de la famille de Rochefort. Pourquoi un morceau de tissu inconnu était-il là ? Pierre ne comprenait pas, mais il ne pouvait ignorer aucun détail. Quelques jours plus tard, Pierre réussit enfin à rencontrer Lucien. Il vivait dans une maison solitaire, perdu dans la forêt, loin de toute civilisation. Lorsque Pierre arriva, Lucien ne sembla pas surpris de le voir. Mais il restait méfiant. Jean-Claude était un vieil ami, commença Lucien. Sa voix rauque et grave. Nous avons travaillé ensemble pendant longtemps. Mais après un certain temps, tout a changé. Jean-Claude est devenu distant. Il avait des secrets, des rencontres dont il ne voulait pas que je sois au courant. Pierre écoutait attentivement, cherchant des indices qui pourraient éclairer la mort de Jean-Claude. Lucien n'avait pas l'air d'être un tueur. Mais qui sait ce qui se cachait derrière son apparence ? Mathilde m'a dit que vous aviez une relation étroite avec Jean-Claude. Savez-vous ce qui se passait récemment dans sa vie ? Demanda Pierre. Lucien fixa Pierre un moment, comme s'il réfléchissait à la question. Jean-Claude a rencontré quelqu'un, un homme que je ne connais pas. Il semblait toujours nerveux lorsqu'il parlait de lui. Je ne pense pas que Jean-Claude voulait que cela soit découvert. Les paroles de Lucien donnaient à Pierre le sentiment qu'il se rapprochait de la vérité. Mais Lucien disait-il la vérité ? Ou cachait-il quelque chose d'important ? Merci, Lucien, dit Pierre, se levant pour partir. Je vais continuer à enquêter. Si vous apprenez quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Alors que Pierre sortait de la maison de Lucien, il se sentait comme pris dans une brume. Les choses devenaient de plus en plus compliquées. La mort de Jean-Claude n'était pas un simple meurtre. Il y avait quelque chose de bien plus complexe derrière tout ça. Et Pierre savait qu'il devait creuser encore plus profond, malgré les dangers et les secrets qui se cachaient dans l'ombre. Pierre se rendit chez Lucien dans l'espoir de découvrir une nouvelle piste. Le vieil homme vivait reclus dans une petite maison au fond des bois. Loin de l'agitation de la ville, la brume matinale recouvrait la forêt, créant une atmosphère étrange, presque irréelle. Lucien n'était pas surpris de voir Pierre, mais son regard méfiant trahissait une prudence bien ancrée. Jean-Claude était un vieil ami à moi, commença Lucien d'une voix rauque. Marqué par les années, nous avons travaillé ensemble pendant longtemps, mais après un certain temps, les choses ont changé. Il est devenu distant, secret. Il avait des rencontres que je n'étais pas autorisé à connaître. Pierre s'assit face à lui, les yeux fixés sur le visage du vieil homme. Chaque parole semblait lourde de sens. Mais Lucien restait évasif, ne laissant que des bribes de vérité. Pierre tenta de saisir l'essentiel. « Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier dans son comportement ces derniers temps ?» demanda-t-il. Cherchant un indice supplémentaire, Lucien baissa les yeux un instant, comme s'il pesait soigneusement ses mots. Jean-Claude a rencontré quelqu'un, un homme, je ne le connais pas, mais il en parlait rarement. Et quand il en parlait, il avait un air inquiet, presque effrayé. C'était un secret qu'il ne voulait partager. Ces paroles éveillèrent immédiatement la curiosité de Pierre. Il avait l'impression de se rapprocher un peu plus de la vérité. Mais tout restait flou.
Qui était cet homme mystérieux? Et pourquoi Jean-Claude avait-il eu peur de lui? Vous avez parlé de ce quelqu'un. Mais est-ce que vous avez une idée de ce qu'il pouvait représenter pour lui? Pierre insista. Lucien hésita, puis répondit lentement, non, je ne sais pas, mais il est clair que ce n'était pas une relation simple. Jean-Claude semblait profondément perturbé à chaque fois qu'il en parlait. Pierre nota tout cela dans son esprit, mais il sentait qu'il manquait encore quelque chose de crucial. Pourquoi Jean-Claude avait-il caché cet aspect de sa vie? Quel rôle cet inconnu pouvait-il jouer dans sa mort? Lucien, voyant que Pierre ne lâchait pas, ajouta enfin, presque pour lui-même, si vous voulez savoir qui c'est vraiment, il vous faut parler à Mathilde. Elle sait peut-être plus que ce qu'elle veut bien laisser entendre. Mais méfiez-vous d'elle, il y a quelque chose de pas clair. Pierre remercia Lucien et se leva. Il avait l'impression que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Mais la vision d'ensemble restait floue. Il devait absolument parler à Mathilde, malgré l'instinct qui lui disait qu'elle n'était pas aussi innocente qu'elle le paraissait. Les jours passaient et Pierre s'enfonçait de plus en plus dans les méandres du mystère entourant la mort de Jean-Claude. Après sa rencontre avec Lucien, il avait le sentiment de ne plus être qu'à un pas de découvrir la vérité. Mais à chaque nouvelle découverte, il se heurtait à davantage de questions. Chaque indice semblait en appeler un autre, mais aucun ne s'imbriquait parfaitement. Pierre se retrouva à nouveau chez Mathilde, déterminé à obtenir plus de réponses. Cette fois-ci, il était décidé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour dénouer les fils de l'histoire de Jean-Claude et comprendre pourquoi il avait été tué. Mathilde était assise dans son salon, son visage impassible comme d'habitude. Elle semblait plus calme que lors de leur précédente rencontre. Mais Pierre sentait toujours une tension sous-jacente dans sa posture. Son regard était distant, presque absent. Mathilde, commença Pierre, son ton ferme mais respectueux. Nous avons déjà parlé de Jean-Claude. Mais il y a encore des zones d'ombre. Vous savez, je ne crois pas qu'il soit mort simplement à cause d'un simple accident. Il y a quelque chose de plus. Quelque chose de caché. Elle tourna lentement la tête vers lui, ses yeux se fixant sur son visage. Un silence s'installa, lourd et pesant. Puis, lentement, elle répondit, je n'ai pas tout dit. Pierre, je ne pouvais pas. Pierre s'approcha légèrement. Qu'est-ce que vous cachiez? Mathilde? Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité plus tôt? Mathilde sembla hésiter. Elle baissa les yeux, comme si la décision qu'elle allait prendre avait des conséquences bien plus grandes qu'elle ne l'imaginait. Jean-Claude n'était pas celui que vous pensiez, dit-elle, sa voix tremblante. Il était impliqué dans des affaires qui ne concernaient pas seulement lui. Il y avait des secrets. Pierre, des choses qu'il ne voulait pas qu'on découvre. Mais, tout a changé quand il a rencontré quelqu'un. Mathilde sembla se perdre dans ses souvenirs. Pierre l'observa, attendant que la vérité éclate enfin. Elle inspira profondément et continua. Cet homme, il a changé Jean-Claude, je n'ai jamais compris ce qu'ils avaient en commun. Mais il était là, à chaque étape de sa vie. Et quand Jean-Claude est devenu de plus en plus distant, je savais qu'il cachait quelque chose. Pierre sentit son cœur se serrer. Qui était cet homme? Mathilde? Elle releva la tête, ses yeux brillants d'une lueur étrange. Lucien, c'est lui qui est venu, et qui a tout bouleversé. Mais il n'était pas seul. Il avait des alliés, des gens dangereux. Le nom de Lucien résonna dans la tête de Pierre comme un coup de tonnerre. Ce nom avait été mentionné à plusieurs reprises. Et chaque fois, une vague d'inquiétude envahissait son esprit. Ce Lucien n'était pas seulement un ami de Jean-Claude, il était au cœur d'un complot plus vaste. Et Pierre devait absolument découvrir ce que cachait cette alliance. Lucien, et qui d'autre? Pierre demanda, pressant. Mathilde resta silencieuse un moment avant de répondre. Je ne sais pas, mais je sais que si vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé, il va falloir affronter des choses que vous n'êtes pas prêt à découvrir. Ces mots firent frissonner Pierre. Il comprenait maintenant que l'enquête prenait une tournure plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. Jean-Claude, l'homme qu'il croyait connaître, était lié à un monde bien plus complexe et dangereux qu'il n'aurait pu l'imaginer. Pierre se leva lentement. Merci, Mathilde, vous avez été plus utile que vous ne le croyez. Elle ne répondit pas immédiatement, alors qu'il se dirigeait vers la porte. Elle ajouta, dans un murmure, faites attention. Pierre, ce que vous cherchez pourrait bien vous détruire. Pierre se tenait à la porte du manoir de la famille de Rochefort. La clé du mystère se trouvant désormais entre ses mains. Il était arrivé à un carrefour. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Mais quelque chose le troublait encore. Les révélations de Mathilde n'avaient fait qu'ajouter plus de questions à ses réflexions déjà perturbées. Si Lucien et son entourage étaient liés à la disparition de Jean-Claude, qui étaient les autres acteurs de ce drame? Et pourquoi ne cessait-il de se cacher derrière des masques si soigneusement sculptés? Il ne pouvait pas continuer à tourner autour du pot. Il devait affronter la vérité. Aussi insupportable fût-elle. Dans la grande salle de séjour de la maison, l'odeur du bois ancien se mêlait à l'air frais de la matinée. Le grand escalier en marbre menait à des chambres qu'il n'avait jamais osé explorer jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il sentait la tension dans chaque fibre de son être. Tout le poids de l'enquête reposait sur ses épaules. Mais il n'avait d'autre choix que de pousser plus loin. Il s'assit dans un fauteuil en cuir sombre. Seul, plongé dans ses pensées. Des heures passèrent avant qu'il n'ose bouger. Puis, comme un coup de tonnerre, une décision se forma dans son esprit. Il devait rencontrer Lucien à nouveau. Mais cette fois-ci,
Il avait l'intention de le confronter. Les indices qui le liaient à Jean-Claude, à cette histoire obscure, devenaient de plus en plus évidents. Pierre savait que ce n'était qu'une question de temps avant que tout éclate au grand jour. En arrivant à la maison de Lucien, Pierre ressentit une tension palpable. L'homme se trouvait déjà là, assis sur son perron, les mains croisées sur ses genoux. Sa silhouette immobile semblait d'un calme presque irréel. Mais Pierre savait que cet homme cachait quelque chose de bien plus grand derrière son apparence détachée. Lucien, Pierre commença, sa voix forte et déterminée. Nous devons parler, vous et moi, cette fois, il n'y a plus de place pour les non-dits. Lucien leva lentement les yeux vers Pierre, et un sourire en coin se dessina sur son visage. Alors, vous êtes venu jusqu'ici, après tout ce que vous avez découvert ? Je dois admettre que j'ai sous-estimé votre persévérance. Pierre, ce n'est pas de persévérance que je parle. Lucien, c'est de la vérité, je sais que vous savez ce qui s'est réellement passé. Vous devez me dire la vérité maintenant, avant que tout devienne trop compliqué pour vous. Lucien hésita un instant, puis se leva d'un coup, comme si un éclair avait traversé son esprit. Vous ne comprenez pas, Pierre, ce n'est pas un simple jeu. Vous vous êtes aventuré dans un monde où personne ne ressort indemne. Pierre le regarda, ne perdant pas de vue son objectif. Et Jean-Claude, vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi m'avez-vous caché tant de choses à propos de lui ? Lucien tourna son regard vers le sol, l'air accablé par un fardeau invisible. Puis, il s'approcha de Pierre, baissant la voix. Jean-Claude était impliqué dans quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Il a découvert des secrets, des conspirations qui ne devraient jamais être révélées, et ceux qui veulent garder ces secrets feront tout pour protéger leurs intérêts. Même si cela signifie tuer pour les protéger. Pierre comprit que Lucien savait plus qu'il ne voulait bien avouer. Qui est derrière tout ça ? Lucien, vous devez me dire, où cela va mal finir. Le regard de Lucien se fit plus sombre, presque menaçant. Je ne peux pas vous le dire. Pierre, vous devez partir maintenant, tant qu'il est encore temps. Sinon, vous serez pris dans ce tourbillon de mensonges et de sang. Pierre, frustré et désemparé, sentit son cœur battre la chamade. Chaque mot de Lucien semblait le rapprocher du centre du mystère. Mais en même temps, il se sentait de plus en plus pris au piège dans une toile de mensonges. Il devait agir, et vite. Mais comment ? Je reviendrai, Pierre murmura avant de tourner les talons et de quitter la maison. Je reviendrai, Lucien, et cette fois-ci, vous ne pourrez plus m'arrêter. En marchant sur le chemin du retour, les paroles de Lucien résonnaient dans son esprit. Une vérité cachée se trouvait juste sous la surface. Mais il avait l'impression de n'être qu'à quelques centimètres de l'horreur qui allait suivre. Les jours suivants seraient cruciaux. Pierre savait que la prochaine étape serait la plus dangereuse de toutes. Mais il était prêt, il devait mettre fin à ce secret. Il ne pouvait plus reculer. L'énigme se resserre autour de Pierre. La vérité est là, juste devant lui. Mais à quel prix ?